provoquée par l'amante de mon mari qui se croyait supérieure, j'ai gardé un calme absolu. Un simple murmure glaçant à son oreille a suffi pour effacer son sourire prétentieux et la faire fuir de la fête, totalement paniquée. La femme s'est penchée vers moi avec un sourire lent et venimeux, puis a levé sa coupe de champagne comme si elle avait déjà gagné. « Si j'avais été toi, a-t-elle dit doucement, j'aurais mieux tenu mon mari. » Autour de nous, des lustres en cristal scintillaient au-dessus de la salle de bal. La musique de violon flottait à travers l'hôtel, et de riches inconnus riaient sous une lumière dorée, complètement inconscients que mon mariage venait d'être réduit à un divertissement pour une femme de 29 ans en robe argentée. J'ai souri quand même. Calmement, j'ai posé mon verre de vin sur la table basse en marbre entre nous. Mais tu n'es pas dans ma position. Puis je me suis penchée plus près et j'ai murmuré 6 mots à son oreille. Son visage entier a changé. La couleur a fui ses joues si vite que cela a presque semblé douloureux. Et moins de 10 secondes plus tard, la maîtresse de mon mari a saisi son sac à main et s'est précipitée hors du gala de charité comme si le bâtiment était en feu. À ce moment-là, personne autour de nous n'avait compris ce qui venait de se passer. Mais il finirait par comprendre, tout le monde finirait par comprendre parce que la vérité était simple. Cette femme pensait avoir volé un mari riche. Ce qu'elle avait réellement volé, c'était une vie en pleine désintégration. J'ai appris que mon mari me trompait un mardi après-midi pluvieux d'octobre, assise dans mon SUV devant le parking d'un supermarché à Bellefeuille, une petite ville française. Non pas parce que j'avais engagé un détective privé. Non pas parce que j'avais vérifié son téléphone, et non pas parce qu'une conscience coupable l'avait finalement poussé à avouer. J'ai appris parce que notre carte de crédit commune a été refusée alors que j'essayais d'acheter des courses. Après 14 ans de mariage, ce fut le moment où tout a commencé à se défaire. Je me souviens encore d'être devant la caisse pendant que l'adolescent caissier évitait maladroitement mon regard et que la femme derrière moi soupirait avec impatience alors que j'essayais la carte à nouveau. Mon mari, Antoine Dubois, avait passé des années à construire une image de succès autour de notre famille. Nous vivions dans une maison de 6 chambres dans une banlieue aisée de Paris, nos enfants fréquentaient une école privée et Antoine conduisait un Range Rover noir qu'il remplaçait tous les 2 ans comme une horloge. Nous étions membres d'un club de golf. Nous organisions des fêtes estivales au bord de la piscine. Nous faisions des dons à des collectes de fonds d'hôpitaux et sourions sur les photos de Noël portant des pulls assortis comme l'une de ces familles coûteuses d'un catalogue de décoration haut de gamme. De l'extérieur, notre vie semblait presque embarrassante de perfection. Mais debout là, dans ce supermarché, avec du saumon surgelé dans mon chariot et une carte de crédit refusée à la main, j'ai senti quelque chose de froid s'installer profondément dans mon estomac. Parce que les gens riches ne voient pas leur carte de crédit refusée pour acheter des courses. Pas à moins que quelque chose ne soit très grave. Antoine a balayé cela d'un revers de main plus tard ce soir-là, avec la confiance décontractée qu'il avait perfectionnée au fil des ans. Alerte fraude, a-t-il dit en desserrant sa cravate dans notre cuisine. La banque a signalé une grosse transaction. C'est déjà réglé. Puis il m'a embrassé le front, s'est versé un verre de cognac, et a changé de sujet pour parler du prochain tournoi de basket de notre fils. Une version plus jeune de moi aurait accepté cette explication immédiatement. Mais quelque chose avait changé en moi au cours de la dernière année. Peut-être était-ce la distance qui grandissait entre nous. Peut-être était-ce la façon dont Antoine avait commencé à dormir avec son téléphone face cachée à côté du lit. Ou peut-être était-ce parce que j'avais passé 14 ans à gérer les ressources humaines pour une entreprise de soins de santé, à écouter les gens mentir professionnellement chaque jour. Quelle que soit la raison, je savais que mon mari cachait quelque chose. Je ne savais juste pas à quel point. Au cours des semaines suivantes, les fissures sont devenues impossibles à ignorer. Des avis d'hypothèque arrivaient, marqués le dernier appel. L'une des montres de luxe d'Antoine a discrètement disparu de son placard. Il a commencé à prendre des appels professionnels à l'extérieur tard le soir, même lorsque les températures chutaient à 5 degrés Celsius. Et puis il y a eu les retraits, des milliers d'euros à la fois, parfois 10 000, parfois plus. Chaque fois que je posais des questions, Antoine devenait irrité presque instantanément. Tu t'inquiètes trop, Claire. C'est temporaire. Tu ne comprendrais pas comment fonctionnent ces affaires. Cette dernière phrase est restée avec moi plus longtemps qu'elle n'aurait dû.
Tu ne comprendrais pas. C'était le genre de choses que les hommes disent quand ils ont besoin que vous soyez silencieuse plus que vous ne soyez informée. Un vendredi soir, Antoine m'a dit qu'il partait à Lyon pour la nuit pour une urgence client. Pendant ce temps, notre fille Sophie avait passé 2 semaines à répéter pour un spectacle scolaire auquel il avait promis d'assister. Elle va être déçue, lui ai-je dit avec précaution pendant qu'il faisait sa valise. Je me rattraperai avec elle. Tu as dit ça le mois dernier aussi. Il a fermé sa valise plus fort que nécessaire. Tu penses que j'aime me tuer à la tâche pour soutenir cette famille? C'était de nouveau là. Ce léger changement, pas de culpabilité, pas d'excuses, mais du ressentiment, comme si notre famille était devenue un fardeau insupportable qu'il portait héroïquement seul. Il est parti avant l'aube le lendemain matin. Et à 15h, alors que Sophie se tenait sur scène, cherchant nerveusement son père dans le public, mon téléphone a vibré avec une notification Instagram. Normalement, j'ignorais les médias sociaux lors des événements familiaux. Ce jour-là, je ne l'ai pas fait. La publication provenait d'une femme nommée Sandrine Laurent. Je l'ai reconnue immédiatement car Antoine avait mentionné avoir embauché une nouvelle consultante en relations publiques 6 mois plus tôt. Elle était plus jeune que moi de près d'une décennie. Belle à la manière soignée des médias sociaux, ce qui faisait que les femmes ressemblaient moins à des personnes et plus à des publicités de luxe, longs cheveux noirs, dents parfaites, vêtements de créateurs, le genre de femme qui savait exactement à quel point elle était attirante. La photo montrait 2 coupes de champagne surplombant la skyline de Lyon depuis une suite d'hôtels de luxe, et reflétée faiblement dans la fenêtre derrière elle se trouvait mon mari. Ma poitrine ne s'est pas resserrée de façon dramatique. Je n'ai pas halté. Honnêtement, le pire était à quel point je me sentais soudainement calme, comme si mon corps avait déjà su avant que mon esprit ne rattrape son retard. Cette nuit-là, après que les enfants soient allés se coucher, je suis restée seule dans notre cuisine, fixant l'obscurité à l'extérieur des fenêtres tandis qu'Antoine m'envoyait des messages de « réunion à Lyon ». À 23h42, un autre message est arrivé de la story Instagram de Sandrine. Cette fois, il n'y avait pas de reflet, pas de subtilité, juste la main d'Antoine posée de manière possessive sur sa cuisse nue au coin d'une table de restaurant chic. J'ai regardé l'image pendant très longtemps. Puis j'ai doucement verrouillé mon téléphone et pour la première fois depuis notre mariage, je me suis posé une question que j'aurais dû me poser des années plus tôt, quelle part de notre vie était réelle? La réponse est venue plus vite que je ne l'avais prévu. Lundi matin, pendant qu'Antoine prenait sa douche à l'étage, je me suis connectée à nos comptes financiers. En 30 minutes, j'ai découvert plus de 4 millions d'euros de prêts non divulgués. En 45 minutes, j'ai trouvé une deuxième hypothèque qu'Antoine avait contractée sur notre maison sans m'en expliquer pleinement le risque. Et en 1 heure, j'ai réalisé que mon mari ne me trompait pas seulement. Il était en train de sombrer. Le plus terrifiant dans la trahison n'est pas le moment où vous la découvrez. C'est le moment où vous réalisez depuis combien de temps elle se produit alors que vous souriez encore sur les photos de famille. Pendant près de 2 semaines après avoir découvert le désastre financier d'Antoine, je n'ai absolument rien dit. Je préparais toujours les déjeuners de Sophie chaque matin. Je rappelais toujours à notre fils Léo son entraînement de basket. Je m'asseyais toujours en face de mon mari au dîner pendant qu'il parlait sans fin de la pression du marché et des problèmes de trésorerie temporaire, comme si répéter des phrases d'entreprise pouvait d'une manière ou d'une autre retarder la réalité elle-même. Pendant ce temps, chaque nuit, après que tout le monde soit endormi, je m'asseyais seule dans mon bureau à domicile, examinant des documents qui me glaçaient le sang à chaque page. Prêts, sociétés écrans, comptes à effet de levier, lignes de crédit liées à des propriétés dont je ne connaissais même pas l'existence. Au début, j'ai pensé qu'Antoine était simplement devenu imprudent, un autre cadre de banlieue obsédé par les apparences et terrifié à l'idée de paraître sans succès devant d'autres hommes riches. Mais en creusant plus profondément, j'ai réalisé que la situation était bien pire qu'une simple stupidité financière. Mon mari mentait depuis des années. La société d'investissement où Antoine travaillait était spécialisée dans les projets immobiliers commerciaux à haut risque autour de Paris et de Marseille. Et pendant un certain temps, l'argent avait été incroyable. D'énormes commissions, des primes de luxe, des conférences coûteuses à Nice et à Monaco. Mais quelque part en chemin, Antoine a cessé de construire de la richesse et a commencé à jouer la richesse à la place. Il y avait une différence.
La vraie richesse survit au silence. La fausse richesse a besoin d'un public. Antoine avait besoin de la maison géante, de la voiture importée, de l'adhésion au club de golf, des vacances de luxe parce que sans eux, il aurait été forcé de faire face à la vérité, il n'était plus assez performant pour soutenir la vie qu'il avait créée. Et les gens comme Antoine préféreraient se détruire eux-mêmes plutôt que de se déclasser publiquement. L'affaire prenait soudain tout son sens. Sandrine n'était pas seulement plus jeune. Elle était une preuve. Preuve qu'il était toujours puissant, toujours désirable, toujours gagnant. J'ai regardé un relevé bancaire particulier tard un soir pendant que la pluie tapait doucement contre les fenêtres de mon bureau. Antoine avait transféré près de 70 000 € sur un compte lié à Sandrine au cours de 4 mois. Bijouterie, boutique de luxe, frais de voyage, paiement de loyer. Il ne construisait pas une relation. Il finançait un fantasme. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec l'avocat spécialisé dans les divorces au centre de Paris. Son bureau surplombait la scène, tout en verre poli et en professionnalisme discret. Et quand elle a fini d'examiner les documents financiers que j'avais apportés, elle a retiré ses lunettes lentement et m'a regardé avec le genre d'expression que les médecins utilisent avant de livrer de mauvaises nouvelles. « Madame Dubois », a-t-elle dit avec précaution. « Votre mari est surendetté à un degré dangereux. » À quel point dangereux ? Si les enquêteurs fédéraux s'impliquent, vous avez besoin d'une séparation légale immédiate. La pièce est soudainement devenue plus petite. Des enquêteurs fédéraux ? Elle a hoché la tête une fois. Il y a des indications de possible violation des règles boursières liées à son entreprise, peut-être que rien n'en ressortira. Mais si vos finances restent entièrement imbriquées lorsque les choses s'effondrent, elle a fait une pause. Vous pourriez presque tout perdre. Tout. Ce mot a résonné dans ma tête pendant tout le trajet de retour. Pas seulement la maison, pas seulement les économies pour la retraite, les fonds universitaires de nos enfants, leur avenir. Et soudain, l'aventure a cessé d'être ce qui me faisait le plus mal. La trahison était douloureuse, oui, mais la trahison passe éventuellement. La ruine financière peut suivre une famille pendant des générations. Cet après-midi-là, Antoine m'a envoyé une photo depuis un bar sur le toit du centre-ville avec la légende « Je clôture un autre gros contrat ce soir ». 10 minutes plus tard, Sandrine a publié un selfie portant un bracelet en diamant que je n'avais jamais vu auparavant. Le même bracelet est apparu sur notre relevé de carte de crédit 3 jours plus tard. 23 000 €. J'ai presque ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était pathétique. Cet homme hypothéquait l'avenir de nos enfants pour impressionner une femme qui filtrait la moitié de son visage sur Instagram. À partir de ce moment-là, quelque chose en moi a changé de façon permanente. J'ai arrêté d'essayer de sauver mon mariage. Au lieu de cela, j'ai commencé à me sauver moi-même. Discrètement, stratégiquement, prudemment, j'ai ouvert des comptes séparés, transférer la propriété légale de certains actifs protégés liés à la succession de mon défunt père, documenter chaque incohérence financière. Mon avocate m'a guidé pas à pas, me répétant de ne pas confronter Antoine trop tôt. Les gens sous pression financière deviennent imprévisibles, m'a-t-elle dit. Elle avait raison. Antoine est devenu de plus en plus lunatique de semaine en semaine. Un instant charmant et affectueux, l'instant d'après distant et hostile. Parfois, il rentrait à la maison inhabituellement énergique, arpentant la cuisine en parlant rapidement de projets futurs et d'argent à venir. D'autres soirs, il buvait du cognac seul en silence, fixant la télévision sans vraiment la regarder. Les enfants l'ont remarqué. Les enfants remarquent toujours. Un soir, Léo m'a demandé doucement, « Toi et papa, vous êtes en colère l'un contre l'autre ?» J'ai baissé les yeux sur mon fils de 13 ans debout à côté du réfrigérateur en short de basket et chaussettes. Encore assez jeune pour croire que les adultes savaient tout réparer. Non, ai-je menti doucement. Ton père est juste stressé. Léo a hoché la tête, mais je pouvais dire qu'il ne me croyait pas complètement. Cela faisait plus mal que l'aventure d'Antoine n'aurait jamais pu le faire. Parce que les enfants mesurent la sécurité par l'atmosphère bien avant de comprendre les faits, et notre maison ne se sentait plus en sécurité. 3 semaines plus tard, Sandrine m'a finalement abordé directement pour la première fois, non pas en personne, mais en ligne.
Elle a posté une photo de Nice assise à côté d'Antoine sur un yacht. Tous deux portaient des lunettes de soleil et souriaient comme des acteurs dans une publicité pharmaceutique. Puis elle a ajouté une légende clairement destinée à ce que je la vois. Ne t'excuse jamais de choisir le bonheur. Les commentaires ont afflué instantanément. Vous êtes magnifiques tous les deux. Énergie de couple puissant. L'amour gagne. J'ai fixé l'écran pendant près d'une minute entière avant de poser mon téléphone avec précaution sur le comptoir de la cuisine. Puis j'ai commencé à rire. Pas un rire amer, pas un rire émotif, le rire épuisé d'une femme qui comprend enfin la blague. Sandrine pensait qu'elle entrait dans un nouveau chapitre glamour de la vie avec un homme riche et puissant. Ce qu'elle faisait réellement, c'était monter à bord d'un navire en perdition tout en se moquant de la personne qui nageait déjà vers le rivage. 2 jours plus tard, une enveloppe gaufrée est arrivée chez nous de la Fondation Espoir des Enfants de Paris, leur gala de charité hivernale annuel, l'un des plus grands événements mondains de la saison. Antoine y avait assisté pendant des années parce que les riches cadres aimaient la générosité publique presque autant qu'ils aimaient les déductions fiscales. Au bas de l'invitation, écrit à la main à l'encre noire élégante, il y avait 4 mots, « Au plaisir de vous voir tous les deux ». J'ai su immédiatement. Antoine prévoyait d'amener Sandrine publiquement, officiellement. Après 14 ans de mariage, c'est ainsi qu'il avait l'intention de mettre fin aux choses. Non pas avec honnêteté, non pas avec dignité, mais avec une performance conçue pour se sentir courageux. Cette nuit-là, Antoine est entré dans notre chambre d'un air inhabituellement confiant, desserrant sa cravate tout en feignant une indifférence désinvolte. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » J'ai fermé lentement le livre sur mes genoux. Il a hésité juste assez longtemps pour m'irriter. Je pense que nous devrions peut-être prendre un peu de distance. Pas de divorce, pas de vérité, juste de la lâcheté enveloppée d'un langage thérapeutique. J'ai étudié son visage calmement, et pour la première fois depuis des mois, j'ai réalisé quelque chose de surprenant. Je n'aimais plus cet homme assez pour le haïr correctement. D'accord, ai-je dit calmement. Antoine a cligné des yeux. C'est tout. Quelle réaction espérais-tu ? Son expression a légèrement changé, de la déception scintillait sous la surface. Parce que les hommes comme Antoine ne veulent pas seulement la liberté, ils veulent une preuve émotionnelle qu'il comptait. Je ne lui en ai donné aucune. Plus tard cette nuit-là, pendant qu'il dormait à côté de moi pour l'une des dernières fois de notre mariage, j'ai fixé l'obscurité et j'ai pris une décision. J'assisterai à ce gala. Je sourirai. Et quand le moment viendrait enfin, je dirai à Sandrine la vérité sur laquelle sa petite fantaisie glamour avait été construite. La nuit du gala est arrivée, enveloppée de neige. Paris semblait étrangement belle après la tombée de la nuit à cette période de l'année. Les rues brillaient sous les lumières blanches. Les vitrines chères des magasins reflétaient l'or sur les trottoirs glacés, et la circulation du centre-ville avançait lentement dans le froid comme une procession de fantômes épuisés. À 18h30, des SUV noirs et des berlines de luxe bordaient l'entrée de l'hôtel Ritz, tandis que des photographes prenaient des photos de riches donateurs prétendant avoir personnellement résolu la pauvreté infantile en assistant à une collecte de fonds en tenue de soirée. Je me tenais devant le miroir de ma salle de bain, attachant des boucles d'oreilles en diamant que ma mère m'avait laissées des années plus tôt. Et un instant, j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Non pas parce que j'avais l'air brisé, parce que ce n'était pas le cas. C'est ce qui m'a le plus surprise. Après des mois de mensonges, de dettes, d'humiliations et de nuits blanches, je m'attendais à ce que la dévastation laisse des séquelles visibles quelque part. Au lieu de cela, j'avais l'air calme, plus âgé, peut-être, plus triste d'une manière qu'aucun maquillage ne pouvait cacher, mais clair comme quelqu'un qui se réveille d'une anesthésie après avoir réalisé que la chirurgie était enfin terminée. Antoine entra dans la chambre en ajustant ses boutons de manchette. Pendant une seconde, il s'arrêta de bouger. « Tu es magnifique », dit-il automatiquement. J'ai presque souri à l'ironie. Les hommes remarquent souvent leurs femmes le plus clairement quand elles sont déjà à moitié sorties. Merci. Il hésita près du placard. Tu n'es pas obligé de venir ce soir si cela te met mal à l'aise. C'était de nouveau là, cette tentative lâche de paraître prévenant tout en se protégeant de la culpabilité. Ça va, répondis-je. Et c'était le cas, du moins plus que ce qu'il méritait.
Le trajet jusqu'au centre-ville fut péniblement poli. Nous avons discuté du temps, de la circulation, du prochain récital de chorale de Sophie, de tout sauf de la femme qu'Antoine prévoyait de dévoiler publiquement devant la moitié de la scène mondaine parisienne. À ce moment-là, le silence entre nous était devenu quelque chose de physique, assez dense pour s'asseoir à côté de nous dans la voiture. Quand nous sommes arrivés à la salle de bal de l'hôtel, l'atmosphère était exactement celle à laquelle je m'attendais. Lustre en cristal, sol en marbre poli. Serveurs équilibrant des plateaux de champagne à travers des groupes de riches donateurs jouant la sophistication sous une douce musique de violon. Des femmes en robe de couturier se faisaient la bise près de l'entrée tandis que des hommes comparaient leurs investissements et leurs abonnements de golf autour d'un whisky. La pièce sentait légèrement le parfum, l'argent ancien et l'honnêteté coûteuse. Pendant près de 40 minutes, Antoine est resté attaché à moi, souriant publiquement pour des photos, saluant des collègues, prétendant la normalité pour quiconque observait attentivement. Mais je pouvais sentir sa distraction grandir minute par minute, ses yeux dérivant vers l'entrée de la salle de bal toutes les quelques secondes, l'attendant. Finalement, elle est arrivée. Sandrine Laurent est entrée au gala vêtue d'une robe de satin argenté qui moulait son corps comme du métal liquide. Et même à travers la salle de bal, je pouvais voir la confiance rayonner d'elle. Plusieurs hommes se sont immédiatement retournés. Quelques femmes l'ont reconnue des médias sociaux. Elle se déplaçait dans la foule avec l'aisance polie de quelqu'un qui avait passé des années à pratiquer comment paraître cher. Et directement derrière elle marchait l'associé d'Antoine, Monsieur Lefebvre. Ce détail comptait parce que Monsieur Lefebvre avait l'air furieux. À ce moment-là, Antoine ne l'a pas remarqué, mais moi oui. Sandrine m'a repéré presque instantanément. Pendant un bref instant, nos regards se sont croisés à travers la salle de bal, et j'ai vu quelque chose de lait scintiller derrière son sourire. Pas de culpabilité, pas de honte, mais du triomphe. Elle croyait sincèrement avoir gagné quelque chose de précieux. C'était la partie tragique. Environ 20 minutes plus tard, Antoine disparut dans une conversation près de la scène des enchères tandis que Sandrine s'approchait lentement de moi près du bar à champagne. Chaque instinct dans la pièce sembla se déplacer subtilement alors qu'elle s'arrêtait à côté de moi. Les femmes à proximité se turent presque imperceptiblement, sentant la tension comme les gens sentent le tonnerre avant les orages. Sandrine leva élégamment sa coupe de champagne. « Claire, dit-elle chaleureusement comme si elle saluait une vieille amie. Tu es incroyable ce soir. Toi aussi. Merci. » Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Puis elle prononça la phrase qu'elle avait probablement répétée tout l'après-midi. Si j'avais été toi, elle inclina légèrement la tête. J'aurais mieux tenu mon mari. Pendant une seconde suspendue, tout le bruit de la salle de bal sembla s'évanouir derrière nous. Je la regardai attentivement. Jeune, belle, arrogante, complètement inconsciente du précipice sous ses pieds. Puis je souris doucement et posai mon verre de vin sur le comptoir en marbre à côté de moi. Mais tu n'es pas dans ma position. La confusion traversa brièvement son visage, et avant qu'elle ne puisse répondre, je me penchai plus près jusqu'à ce que seule elle puisse m'entendre. J'ai signé les papiers de divorce ce matin, murmurai-je. Ce qui signifie que lorsque l'enquête fédérale sera rendue publique la semaine prochaine, je fis une pause délibérée. Ces dettes deviendront ton problème ensuite. Sandrine me fixa. Au début, elle ne réagit pas du tout. Puis quelque chose se produisit dans ses yeux. La confiance disparut d'abord, puis la couleur. Tu mens, murmura-t-elle. J'aimerais que ce soit le cas. Elle cligna rapidement des yeux. Je continuai doucement, presque tendrement. Le bail du Penthouse n'est pas payé. Ses comptes sont en cours de vérification, et l'AMF a déjà contacté l'un de ses partenaires. J'ai fait un léger signe de tête vers Monsieur Lefebvre de l'autre côté de la salle de bal. Tu devrais probablement demander à Antoine pourquoi son directeur financier a démissionné hier. Pour la première fois depuis qu'elle m'avait abordé, Sandrine parut effrayée. Une vraie peur, pas une peur émotionnelle. Une peur de survie. Le genre que les gens ressentent lorsque la réalité arrive d'un coup. De l'autre côté de la pièce, Monsieur Lefebvre attrapa soudainement le bras d'Antoine agressivement près des tables d'enchères. Leur conversation s'intensifia immédiatement.
Même de loin, je pouvais voir la panique commencer à se répandre sur le visage d'Antoine. Sandrine suivit mon regard. « Qu'a-t-il fait » demanda-t-elle doucement. Je rencontrai son regard calmement. « C'est la partie intéressante » répondis-je. « Je ne pense pas que tu comptes assez pour qu'il te le dise. » Les mots furent plus durs que je ne l'avais prévu. Toute l'expression de Sandrine se brisa. Puis, non pas le chagrin, mais l'humiliation. Elle avait construit son identité autour du fait d'être choisie, d'être spéciale, d'être l'avenir excitant, remplaçant l'épouse de banlieue ennuyeuse. Et soudain, elle réalisa qu'elle n'était qu'une autre personne à qui Antoine avait menti. Ses doigts se serrèrent autour de son sac à main. Derrière nous, plusieurs invités avaient commencé à remarquer Monsieur Lefebvre confrontant Antoine près de la scène de la salle de bal. Les voix s'élevèrent. L'un des membres du conseil d'administration de la fondation parut visiblement mal à l'aise. Antoine continuait de jeter des coups d'œil autour de la pièce, maintenant en sueur sous les lumières de la salle de bal. La performance s'effondrait. Finalement, Sandrine me regarda une dernière fois. « Tu savais » demanda-t-elle. Je maintenais son regard fixement. « Non » dis-je doucement. « J'ai juste cessé de le croire avant toi. » Et avec cela, son sang-froid s'effondra complètement. Sandrine attrapa son sac à main, se retourna brusquement et se précipita à travers la salle de bal vers les portes de sortie sans un mot de plus. Plusieurs invités la regardèrent ouvertement disparaître. Quelques secondes plus tard, Antoine la repéra en train de partir. Puis il me regarda. La réalisation le frappa instantanément. Il traversa la salle de bal assez vite pour paraître presque désespéré. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Sa voix semblait basse et paniquée, maintenant dépouillée de sa confiance habituelle. Je ramassai calmement mon verre de vin et pris une lente gorgée avant de répondre la vérité. Le visage d'Antoine devint pâle et pour la première fois de tout notre mariage, mon mari me parut enfin effrayé. La chose étrange à propos de regarder la vie de quelqu'un s'effondrer, c'est à quel point le monde continue de paraître ordinaire pendant que cela se produit. Le matin après le gala, la neige recouvrait toujours notre quartier de 12 couches blanches. Les parents se tenaient toujours dans les allées, réchauffant leur SUV avant le dépôt scolaire. Les joggeurs passaient toujours dans notre rue, portant des équipements d'hiver coûteux et des écouteurs sans fil. Quelqu'un de l'autre côté de l'impasse mettait encore des décorations de Noël bien que ce ne fût que novembre. Pendant ce temps, à l'intérieur de notre maison, l'empire de mon mari mourait tranquillement. Antoine a à peine dormi cette nuit-là. Vers 3 heures du matin, je l'ai entendu en bas, arpentant la cuisine tout en passant des appels téléphoniques frénétiques à voix basse. Toutes les quelques minutes, les portes des armoires claquaient plus fort que nécessaire. Et une fois, j'ai entendu du verre se briser contre l'évier. Je suis restée à l'étage, non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'en avais marre de le sauver des conséquences qu'il avait passé des années à créer. À 6h30, j'ai trouvé Antoine assis seul sur l'îlot de la cuisine, portant le pantalon de smoking d'hier et une chemise froissée, fixant son téléphone d'un air absent tandis qu'un café intact refroidissait à côté de lui. Pendant un instant, il parut beaucoup plus vieux que 46 ans. Théo a démissionné, dit-il soudainement. J'ai su immédiatement qu'il parlait de son directeur financier. J'ai entendu. Antoine se frotta les 2 mains sur le visage. Il vérifie tout. Je ne dis rien. Il leva les yeux vers moi, puis son expression épuisée et étrangement vulnérable. Que as-tu exactement dit à Sandrine ? La vérité. Tu n'en avais pas le droit. Non, l'interrompis-je calmement. Tu as perdu le droit de me faire la leçon sur l'honnêteté il y a des mois. Le silence emplit la cuisine. À l'extérieur des fenêtres, la neige tombait doucement à travers la pâle lumière du matin. Tandis que notre fille riait à l'étage devant quelque chose à la télévision, complètement inconsciente que le mariage de ses parents s'effondrait un étage en dessous de sa chambre. Antoine baissa la voix. Tu voulais m'humilier. Je le regardai attentivement. Et pour la première fois depuis la découverte de l'aventure, je compris quelque chose d'important. Les hommes comme Antoine ne croient jamais que les conséquences sont liées à leur propre choix. Tout leur arrive toujours. Tu t'es humilié toi-même, répondis-je doucement.
Cet après-midi-là, les enquêteurs fédéraux sont officiellement arrivés au cabinet d'Antoine. Pas des agents du FBI avec des coupe-vents spectaculaires comme dans les émissions de télévision. Juste des comptables, des avocats, des agents de conformité, le genre de personnes qui détruisent des vies poliment. Le soir, les rumeurs s'étaient déjà répandues dans les cercles financiers de Paris. Les investisseurs étaient nerveux. Les projets gelaient. Plusieurs clients importants ont suspendu leur contrat en attendant un examen et soudain, toutes les personnes qui adoraient autrefois Antoine Dubois ont cessé de répondre à ses appels. C'était la partie qui me fascinait le plus. Pas l'effondrement lui-même. La rapidité de l'abandon. Le succès attire des auditoires. L'échec révèle le caractère. En 72 heures, le cercle social d'Antoine s'est pratiquement évaporé. Des hommes qui avaient passé des années à jouer au golf à ses côtés sont soudainement devenus indisponibles. Des couples qui assistaient à nos fêtes ont cessé d'envoyer des messages. Une femme du club de golf a même traversé le restaurant pour éviter de me parler pendant le déjeuner. Le scandale effrayait les gens riches plus que l'immoralité ne l'aurait jamais pu. Pendant ce temps, Sandrine a complètement disparu. Son compte Instagram a disparu en premier, puis son téléphone a été déconnecté. Puis Antoine a découvert qu'elle avait déménagé du Penthouse du centre-ville pendant qu'il rencontrait des avocats. Elle avait laissé derrière elle des chaussures de créateur, du maquillage non ouvert, la moitié d'un placard de vêtements chers, et absolument aucune adresse de réexpédition. Au début, Antoine a fait semblant de ne pas s'en soucier. Elle est immature, a-t-il marmonné un soir en versant du whisky dans un verre avec des mains tremblantes. Cette situation l'a effrayé, mais je pouvais voir la blessure plus profonde sous sa colère. Sandrine n'était pas restée fidèle une fois le luxe disparu. Et cette réalisation a dévasté son ego bien plus que la perte d'argent n'aurait jamais pu le faire, car Antoine ne voulait pas seulement l'admiration, il en avait besoin. Une semaine plus tard, la banque a officiellement entamé les procédures de saisie sur l'appartement en Penthouse qu'il avait secrètement loué pour Sandrine au centre-ville. 3 jours après cela, l'un de ses véhicules de luxe a été repris du parking de son bureau. Léo l'a vu se produire cette nuit-là. Mon fils était assis à côté de moi au comptoir de la cuisine, faisant semblant de faire ses devoirs, bien que je puisse dire que son esprit était ailleurs. « Papa a des problèmes, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Les enfants posent toujours des questions doucement quand ils ont peur des réponses. J'ai fermé lentement mon ordinateur portable. Oui, ai-je admis. A-t-il fait quelque chose de mal? La réponse véridique était compliquée. Antoine n'était pas devenu un monstre du jour au lendemain. Il n'était pas violent. Il n'était pas cruel de manière évidente. Il avait simplement passé des années à mentir, d'abord à tout le monde, puis finalement à lui-même. Il a pris des décisions égoïstes, dis-je avec précaution. Et les décisions égoïstes se transforment généralement en problèmes plus importants. Léo hocha la tête silencieusement. Puis il posa la question qui faisait le plus mal. « Toi et papa, vous allez divorcer ?» J'ai regardé mon fils de 13 ans, soudain consciente que les histoires de vengeance semblent satisfaisantes jusqu'à ce que les enfants en fassent partie. Ce fut le moment où quelque chose a changé en moi. Parce que jusque-là, j'avais secrètement apprécié de voir Antoine paniquer. Après des mois d'humiliation et de trahison, une partie de moi se sentait profondément satisfaite de le voir enfin acculé par la réalité. Mais le visage de Léo m'a rappelé quelque chose d'important. Les enfants ne devraient pas devenir des dommages collatéraux émotionnels dans les guerres d'adultes. Quoi qu'il arrive, lui dis-je doucement, ton père t'aime toujours. Les mots semblaient difficiles. Non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils étaient toujours vrais. Quelques nuits plus tard, Antoine craqua finalement. Je le trouvais assis seul dans notre salon sombre après minuit, fixant d'anciennes photos de famille qui défilaient sur le cadre numérique à côté de la cheminée. Photos de vacances, matin de Noël. Sophie apprenant à faire du vélo. Léo tenant une canne à pêche à côté de son père au bord d'un lac en Normandie. Des fragments d'une vie qui semblait maintenant presque fictive. J'ai tout gâché, dit Antoine d'une voix rauque. Je restai debout près de l'embrasure de la porte. Oui, répondis-je doucement. Il rit amèrement sous son souffle. Aucune pitié.
Tu as passé des années à me demander de t'admirer, dis-je. Tu n'as jamais une seule fois demandé si je me sentais en sécurité. Cela le frappa plus fort que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Antoine baissa la tête. Je pensais pouvoir arranger ça avant que tu ne le remarques. C'était là, la phrase la plus honnête qu'il ait prononcée depuis des années. Non pas parce qu'il regrettait de m'avoir trahi, mais parce qu'il regrettait d'avoir perdu le contrôle de l'illusion. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous ne parla. Puis Antoine releva les yeux rouges d'épuisement. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser les enfants. Et malgré tout, je le crus. C'était la tragédie des gens comme Antoine. Ils détruisent des familles tout en se persuadant qu'ils les protègent. La semaine suivante, j'ai officiellement déposé une demande de divorce. Discrètement, sans cri, sans spectacle public, sans tentative de le ruiner davantage, car à ce moment-là, la vie l'avait déjà fait mieux que je n'aurais jamais pu le faire. Et étrangement, une fois que j'ai cessé d'avoir besoin de vengeance pour guérir, j'ai enfin commencé à me sentir libre. 1 an plus tard, je me tenais pieds nus dans une cuisine plus petite, préparant des crêpes aux myrtilles un dimanche matin tranquille tandis que la neige tombait doucement à l'extérieur des fenêtres de la maison de ville. Et pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. La maison de ville n'était pas glamour. Elle se trouvait dans un quartier paisible en dehors de Versailles, assez proche de Paris pour le travail, mais assez éloigné de la performance de notre ancienne vie. Les plafonds étaient plus bas. Les placards étaient plus petits. L'allée ne pouvait accueillir que 2 voitures au lieu de 4. Mais chaque facture à l'intérieur de cette maison était payée honnêtement. Cela comptait plus pour moi maintenant que n'importe quel comptoir en marbre n'aurait jamais pu le faire. Sophie descendit les escaliers en pyjama trop grand, frottant le sommeil de ses yeux. Et Léo suivit quelques minutes plus tard, portant un ballon de basket sous un bras malgré le fait qu'il était 8 heures du matin. Maman, grogna Sophie de façon dramatique. Léo a déjà mangé la moitié du bacon. Je suis un athlète en pleine croissance, se défendit-il. Tu fais un m70. Spirituellement, je fais un m88. J'ai ri avant de pouvoir me retenir. Un vrai rire. Le genre qui monte naturellement au lieu d'être joué pour des photos. C'était ce que personne ne vous dit sur la survie à la trahison. Finalement, votre système nerveux oublie comment rester en mode survie tout le temps. Un jour, vous vous réveillez et réalisez que vos épaules ne sont plus tendues à chaque seconde. La nourriture a de nouveau un goût normal. Le silence ne semble plus menaçant. La guérison arrive tranquillement, pas de façon dramatique. Le divorce avait été finalisé 6 mois plus tôt. Légalement, Antoine et moi restions liés par la coparentalité et les responsabilités partagées, mais émotionnellement, quelque chose d'essentiel entre nous s'était finalement dissous. Pas l'amour exactement, car une version de l'amour survit probablement plus longtemps que la fierté ne le permet aux gens de l'admettre, mais la dépendance. Je n'avais plus besoin qu'il devienne un homme meilleur pour que je me sente entière. Cela a tout changé. La vie d'Antoine était également très différente maintenant. La plupart des enquêtes fédérales se sont soldées par des règlements plutôt que par des peines de prison, en grande partie parce que plusieurs cadres supérieurs de son entreprise ont été impliqués à ses côtés. Il a perdu presque tous ses investissements. Sa réputation dans la haute finance n'a jamais complètement retrouvé son lustre d'antan. Et la gigantesque performance de richesse qu'il avait passé des années à construire a disparu presque du jour au lendemain. Mais il a survécu. Et étrangement, la survie l'a plus humilié que la destruction ne l'aurait fait. Ces jours-ci, Antoine louait un modeste appartement près de Saint-Germain-en-Laye et travaillait pour une petite société de conseil aidant des entreprises régionales à restructurer leurs dettes. Pas de voiture de luxe, pas de club de golf, pas de montre chère qui scintillait sous des costumes sur mesure, juste une vie normale. Parfois, j'apercevais l'homme que j'avais épousé à l'origine, enfoui sous tout l'ego et l'insécurité qui l'avait presque ruiné, surtout avec les enfants. Un samedi après-midi, lors du tournoi de basket de Léo, j'ai vu Antoine s'asseoir patiemment sur des gradins inconfortables pendant près de 4 heures d'affilée, encourageant plus fort que tous les autres parents du gymnase. Ses cheveux avaient plus de gris maintenant. L'arrogance tranchante qui le suivait autrefois partout s'était adoucie en quelque chose de plus calme, de plus humain. Quand le match fut terminé,
Léo courut vers lui, souriant. « Tu as vu ce 3 points ? Tu l'as fait par pure chance, plaisanta Antoine. Ça compte quand même. Malheureusement, oui. Je me tenais à proximité, les écoutant rire ensemble, et pour la première fois depuis très longtemps, je ne ressentis aucune colère en regardant mon ex-mari. Juste de la tristesse pour la version de lui-même qu'il avait passé tant d'années à essayer d'impressionner. Quelques semaines avant Noël, j'ai revu Sandrine, complètement par hasard. Je faisais des courses dans un supermarché du centre-ville après le travail lorsque j'ai remarqué une femme près de l'allée des surgelés qui me fixait avec une reconnaissance surprise. Pendant une demi-seconde, je n'ai pas réalisé qui elle était. Puis j'ai vu ses yeux. Sandrine avait l'air différente maintenant, non pas ruinée, juste réelle. Ses cheveux noirs étaient plus courts, son maquillage minimal, et elle portait des vêtements d'hiver simples au lieu des tenues de créateur glamour qu'elle avait l'habitude d'exhiber en ligne. Il n'y avait plus de performance autour d'elle. Pas d'identité de luxe soigneusement mise en scène brillant sous les filtres de caméra. Elle avait l'air fatiguée, embarrassée, humaine. Pendant un moment gênant, aucune de nous ne bougea. Puis elle s'approcha lentement de moi. Claire. Sa voix semblait plus petite que dans mes souvenirs. Sandrine. Elle baissa les yeux vers les courses dans mon chariot avant de parler à nouveau. J'ai failli ne pas venir. Tu n'étais pas obligée. Je sais. Le silence s'étira entre nous tandis que les acheteurs passaient à proximité, poussant des chariots remplis de choses ordinaires. Lait, céréales, essuie-tout, complètement inconscient de l'étrange histoire qui se tenait à côté des légumes surgelés. Finalement, Sandrine expira d'une voix tremblante. Tu avais raison. Je ne dis rien. Il a menti sur tout, continua-t-elle doucement. L'argent, les enquêtes, l'appartement, tout. Il n'y avait plus de satisfaction à entendre ces mots maintenant. Juste de l'épuisement. Sandrine déglutit difficilement. Le pire, c'est que elle rit amèrement d'elle-même. Je pensais vraiment que j'avais gagné. Et soudain, je la vis différemment. Non pas comme la méchante glamour qui avait détruit mon mariage, mais comme une autre personne qui s'était laissée séduire par la même illusion qu'Antoine avait passé des années à vendre à tout le monde, y compris à lui-même. Le pouvoir, le luxe, le statut, le fantasme d'être choisi. Tu savais, dit Sandrine doucement. Au gala, tu savais déjà tout. Je la regardai longuement avant de répondre. Non, répondis-je doucement. J'ai juste arrêté de me mentir à moi-même avant toi. Ses yeux se remplirent instantanément. Pas des larmes dramatiques. Juste une honte tranquille. Je suis désolée, murmura-t-elle. Et à ma propre surprise, je la crus. Sandrine hocha la tête une fois, puis s'éloigna lentement vers les caisses sans un mot de plus. Je la regardai disparaître dans la foule et au lieu du triomphe, je sentis quelque chose d'inattendu s'installer en moi. La paix. Parce que la vengeance n'avait jamais vraiment consisté à humilier une autre femme. Il s'agissait de me retrouver moi-même après une vie construite sur le déni. Plus tard cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, je me suis assise seule près de la fenêtre de la maison de ville avec une tasse de thé réchauffant mes mains tandis que la neige tombait silencieusement sur les lampadaires à l'extérieur. Et j'ai pensé à la facilité avec laquelle les gens envient le mariage de quelqu'un d'autre, le mari de quelqu'un d'autre, la vie de quelqu'un d'autre, surtout quand ils ne voient que la surface polie affichée au monde. Mais chaque belle vie a un coût privé caché quelque part en dessous. Parfois la dette, parfois la solitude, parfois les mensonges, et parfois la personne que tout le monde envie pris secrètement pour avoir la force de s'échapper. S'il y avait une chose que j'espérais que ma fille comprendrait un jour, c'était ceci. Une femme ne gagne pas en gardant un homme à tout prix. Elle gagne en refusant de se perdre en l'aimant. Et parfois, la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est de partir avant que l'effondrement n'engloutisse tout le monde.